Le secrétariat général aux ressources hydrauliques et électricité, la DGRAD, l'ANSER ainsi que la SNEL viennent de procéder à la signature d'un protocole d'accord relatif aux modalités de déclaration, de perception et de contrôle de la redevance sur la consommation d'électricité applicable aux clients finaux en haute et moyenne tension. Il vise à renforcer la transparence et la conformité administrative dans la mobilisation des recettes non fiscales dans le secteur de l'électricité avec en finalité le financement de projets d'électrification dans le milieu rural. Et puis le directeur général adjoint chargé de l'administration et finances de douanes et accises, Jean-Claude Kalinga Makuga, a présidé en présence du représentant du ministre des Finances la 7e et dernière réunion de l'année 2025 du comité d'audit interne. Les participants ont passé en revue les résultats issus de différents rapports des missions d'audit interne réalisées tant au niveau central que provincial. L'équipe dirigeante du Fonds de promotion de l'industrie FPI, chapeautée par Hervé Claude Ntumbaba Tukonke, a totalisé 100 jours depuis sa nomination par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette équipe porte un vent nouveau dans le processus d'industrialisation en RDC. À la fin de ce numéro de fiscalité et développement, vous suivrez un document exclusif relatant les réalisations de la nouvelle équipe dirigeante durant les 100 jours de sa gestion à la tête du FPI. Le développement de ces titres et tant d'autres dans le corps de ce magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Marlène Bassoussou Sessakoubou. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à cette nouvelle édition de Fiscalité et Développement, magazine hebdomadaire d'information économico-financière et dossier de développement en République démocratique du Congo que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Il s'est tenu jeudi 18 décembre 2025 la cérémonie officielle de signature des protocoles d'accord relatifs aux modalités de déclaration, de perception et de contrôle de la redevance sur la consommation d'électricité applicable aux clients finaux en haute et moyenne tension entre le secrétariat général aux ressources hydrauliques et électricité, la DGRAD, l'ANSER ainsi que la SNEL. Ces protocoles visent à renforcer la transparence et la conformité administrative dans la mobilisation de recettes non fiscales dans le secteur de l'électricité. Didi Mavambou et Armen Goma pour plus de précisions. Devant le ministre des Ressources hydrauliques et électricité Aimé Molendo Sakumbi, le secrétaire général aux ressources hydrauliques et électricité, le directeur général de la SNEL, le directeur général adjoint de l'ANSER et le directeur coordinateur du secrétariat du directeur général de la DGRAD, représentant le directeur général, apposent leur signature au protocole d'accord relatif aux modalités de déclaration, de perception et de contrôle de la redevance sur la consommation d'électricité applicable aux clients finaux en haute et moyenne tension. Ces protocoles d'accord visent à renforcer la transparence, l'efficacité et la conformité administrative dans la mobilisation des recettes non fiscales. C'est une étape majeure dans la réforme du secteur de l'électricité. La redevance sur la consommation d'électricité permettra de donner les moyens à l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et pluriurbain, ANSER, de financer le projet d'électrification dans les zones rurales où il n'y a pas encore d'énergie électrique. Pour l'ANSER, ce protocole représente un pilier essentiel de son mandat légal. En effet, la redevance sur la consommation d'électricité constitue l'une des ressources prévues pour financer l'électrification rurale et périurbaine, cœur même de la mission qui nous est confiée. Ce mécanisme renforcera la capacité financière de l'ANSER à apporter l'électricité aux territoires qui, aujourd'hui encore, vivent dans la précarité énergétique. Les données factuelles issues de la facturation SNEL montrent l'ampleur des enjeux. Ce protocole matérialise ainsi la détermination commune du secrétariat général aux ressources hydrauliques et électricité, de l'ANSER, de la SNEL et de la DGRAD
à garantir une gestion harmonisée de la redevance sur la consommation d'électricité. Et la DGRAD est disposée à accompagner l'ANSER dans l'atteinte de ses objectifs. Pour sa part, la DGRAD s'engage, dès la signature de ces protocoles d'accord, à en respecter les termes. Toutefois, au-delà de cet acte, la DGRAD, à travers son receveur principal, comptable et assignataire, est prête à offrir ses services à l'ANSER pour le recouvrement contraint des droits de cette dernière sur les redevables et assujettis défaillants. Pour ce faire, dans le cadre de la collaboration que nous scellons ce jour, la DGRAD propose que les experts des parties prenantes à ces protocoles se retrouvent dans un proche avenir en vue de proposer un autre protocole d'accord qui intègre la procédure de saisine du receveur de la DGRAD, la procédure de recouvrement pour les comptes de l'ANSER et la conciliation régulière des chiffres pour consolider nos liens que je souhaite toujours vivants. Cette signature publique est le reflet de la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mise en œuvre par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, de moderniser la gouvernance énergétique et de sécuriser les recettes de l'État. L'enjeu majeur de cet accord est d'élargir l'assiette de la redevance tout en sécurisant les financements destinés à l'électrification rurale. Il est impératif de souligner que chaque franc collecté à une destination précise, nos territoires les plus reculés. Ces protocoles d'accord signés entre les 4 institutions formalisent ainsi un cadre de collaboration interinstitutionnelle favorisant l'uniformisation des mécanismes de perception, l'amélioration du contrôle et du suivi des déclarations ainsi que l'optimisation de la mobilisation des recettes non fiscales de l'État sous l'encadrement de la DGRAD. Ces protocoles d'accord confortent le rôle que doit jouer l'État en tant que garant du bon fonctionnement des services énergétiques et de la protection des intérêts de tous les consommateurs d'électricité. Tenu à Lubumbashi du 6 au 19 décembre 2025 d'une session de formation de quelques cadres et agents de la DGRAD au Katanga, au Lomami et Lualaba sur la fiscalité applicable au secteur minier industriel. Comment s'est déroulée cette remise à niveau et quel impact attendu? Lambert Yuma, notre correspondant dans l'espace Grand Katanga, nous fait le point. Si vous lisez la langue, vous n'avez pas de conflit. C'est clair, n'est-ce pas? Avec une attention soutenue, les cadres et agents de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations retenus pour cette formation, une formation axée sur la fiscalité applicable dans le secteur minier industriel, ont eu 2 semaines d'intenses échanges ici, à l'hôtel Lubumbashi à Lubumbashi. Ils sont de 2 directions provinciales, DGRAD au Katanga au Lomami et DGRAD Lualaba, tandis que la majorité des formateurs est venue de Kinshasa, une équipe conduite par le directeur des ressources humaines de la DGRAD, Madame Emilie Chilumba Kapinga. 12 modules ont été programmés pour mettre les participants à la hauteur du contrôle de la redevance minière et de tous autres frais relevant de la DGRAD dus au trésor public par les opérateurs miniers. Tout a commencé donc par la vulgarisation du code minier revisé en 2018, ses mesures d'application et la loi de la sous-traitance. Plusieurs modules ont suivi, parmi lesquels on peut retenir l'évaluation des produits miniers et marchands, le volet financier du contrôle minier, le contentieux dans le secteur minier. L'absence d'un entretien contradictoire quand il est requis entraîne l'irrégularité de la procédure de contrôle conclue de manière unilatérale. Quand il faut impérativement organiser un débat contradictoire et que les contrôleurs ne le font pas, sachez que là, la procédure est unilatérale, par conséquent irrégulière. C'est vous qui êtes mandaté au nom de la population pour contrôler. Vous êtes pratiquement les derniers remparts. Donc quand vous vous faites passer, donc les générations futures vont nous maudire parce qu'il ne va rester que des trous dans le pays, mais tous les minerais seront déjà partis.
Mais toutes ces connaissances acquises ne serviraient pas à grand-chose si l'homme ne se plaçait au centre de l'action, jouant ainsi en toute connaissance, mais aussi en toute conscience, son rôle de bras séculier pour l'État congolais. D'où l'importance du module éthique et déontologie de l'agent public administré par le directeur des ressources humaines, Mme Émilie Chilumba. Bien que les règles soient reprises dans des textes que je vous ai énumérés, l'éthique va au-delà. La déontologie, on peut encore retrouver dans les textes. Mais l'éthique, ce sens du bien ou du mal, va au-delà des textes. C'est cette bonne conscience-là qui nous dit c'est bien, c'est mal. En 2 semaines, les formateurs sont sortis épuisés certes, pour avoir tout donné, tandis que les participants, eux, ragaillardis, suffisamment outillés pour booster le rendement de la DGRAD dans ce secteur minier au sein de 2 provinces minières. D'où le mérite de ces brevets leur remis par les organisateurs à la grande satisfaction de tous en ce 19 décembre, dernier jour inscrit au programme et clôturant ainsi la session débutée le 6 du même mois. La qualité du travail abattu au bout de 2 semaines a fait la joie de la coopération allemande, l'un des partenaires clés à l'organisation de ce séminaire de formation des inspecteurs du secteur minier industriel de la DGRAD. Et donc, vous êtes vraiment à la première ligne ou à la dernière des contrôles. Et nous, à la GIZ, on s'est dit, parce que le secteur minier, comme dans d'autres rapports, n'arrive pas à mobiliser suffisamment le recette. Parce que quand vous regardez sa contribution au budget de l'État, ça ne répond pas effectivement à ce qui devrait être contribué parce qu'au regard des nombres d'entreprises que nous avons, et on arrive à peine à 30% seulement, si j'ai des bonnes mémoires. Et on s'est dit la plus bonne manière d'aider la RDC à mobiliser ces recettes, c'est de donner la formation aux agents. C'est un nom du directeur général, Étienne Ouchoudi, que le directeur des ressources humaines de la DGRAD a clôturé cette session ô combien importante. Ce, non sans avoir au préalable relevé les attentes de la haute hiérarchie de l'administration des recettes non fiscales qui ne ménage aucun effort lorsqu'il s'agit d'améliorer les conditions de travail afin de mobiliser davantage les recettes non fiscales. Nous espérons constater dans les jours et les mois qui viennent des agents et cadres avisés, vigilants, efficaces et dignes dans l'exercice de leurs fonctions et même dans la cité. Merci d'avoir permis aux formateurs que nous sommes d'échanger avec vous dans la sérénité. Je saisis cette occasion pour saluer la collaboration de la coopération allemande, GIZ, à travers le comité technique des réformes des finances publiques, sans laquelle cette activité n'aurait pas pu être menée en cette période. Puisse cette collaboration s'améliorer dans l'intérêt de toutes les parties prenantes pour les prochaines activités. Ainsi, au nom du directeur général de la DGRAD, M. Étienne Ouchoudi Lutoula, je déclare close la session de formation de cadres et agents des directions provinciales du Haut-Katanga, Olomami et du Lualaba. Et je vous remercie. C'est sur terrain que sont attendues les retombées de cette formation bien assimilée ici. Une photo de famille a immortalisé ces moments cruciaux qui n'attendent plus que les résultats dans l'amélioration de la qualité de la procédure d'inspection du secteur minier. Le directeur général adjoint chargé de l'administration et finances des douanes et accises, Jean-Claude Kalinga Makonga, a présidé vendredi 19 décembre 2025 au siège du bâtiment administratif situé dans la commune d'Ela Gombe, la 7e réunion 2025 du comité d'audit interne.
Au cours de cette réunion, les participants ont passé en revue les résultats issus des différents rapports des missions d'audit interne réalisées tant au niveau central que provincial. Céline Boumba et Armin Goma. C'est en présence du représentant du ministre des Finances Doudou Fouamba que le directeur général adjoint de douanes et axes en charge des questions administratives et financières, Jean-Claude Kalenga Makonga, a présidé au nom du directeur général Bernard Kabese Moussangou empêché la 7e réunion du comité d'audit. Lors de cette rencontre, les participants ont passé en revue les résultats issus des différents rapports des missions d'audit internes réalisés tant au niveau central que provincial, en mettant particulièrement l'accent sur les niveaux de compétences et d'intégrité du personnel. Selon Jean-Claude Kalenga Makonga, l'audit interne doit rester un outil clé pour améliorer la performance et la transparence de l'administration douanière en République démocratique du Congo. Il a également félicité les membres du comité d'audit de la Direction générale de douanes et axes pour leur travail assidu tout au long de l'année 2025. Je me réjouis du chemin parcouru au cours de l'année. Les réformes engagées doivent être poursuivies avec le même élan, afin de produire des résultats concrets en termes d'amélioration du fonctionnement des services de la DGDA. C'est ici le lieu pour moi de féliciter les membres du comité d'audit de la DGDA pour le travail immense abattu tout au long de cette année 2025. Le directeur général adjoint a également exprimé sa satisfaction quant à la modernisation des processus de contrôle au sein de la direction de l'audit interne. Il a souligné l'importance de la dynamisation fonctionnelle de cette direction et a encouragé à poursuivre les efforts dans ces domaines. Mon appréciation se tourne également et de manière spécifique à la direction de l'audit interne pour la modernisation de ses process de contrôle et pour la redynamisation fonctionnelle de ses activités. Ces efforts louables doivent certainement être poursuivis car je suis personnellement convaincu qu'il n'existe pas de limite à l'amélioration et au perfectionnement. Et des rencontres comme celle-ci, j'ai parlé de la 7e réunion du comité d'audit de la DGDA, constitue assurément un outil inspirant nous conduisant dans la marche vers des meilleurs résultats. Selon Jean-Claude Kalenga Makonga, cette réunion a non seulement permis de faire le point sur les recommandations issues de la 6e réunion d'audit interne, mais aussi d'évaluer la mise en œuvre effective des résolutions prises lors de celle-ci. Le mardi 9 décembre dernier, l'Inspection générale des finances, IGF, a présenté au vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, son nouveau cadre organique. Cette réforme s'inscrit dans la volonté du chef de l'État de moderniser, rationaliser et professionnaliser l'administration publique. Regardez. Je vous en prie. Après plusieurs mois de travaux techniques, le gouvernement vient d'approuver le nouveau cadre organique de l'Inspection générale des finances. Une restructuration profonde qui vise à moderniser l'une des institutions clés de la gouvernance publique. Le document a été remis officiellement le mardi 9 décembre 2025 au chef de service de l'IGF, Christophe Bitassimois, par le vice-premier ministre et ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Ce document fixe désormais un plafond de 651 agents, dont 300 inspecteurs des finances et 351 agents administratifs contre 526 actuellement en fonction. L'objectif est d'améliorer l'efficacité, maîtriser la masse salariale et mettre fin à une gestion des effectifs longtemps jugés désordonnés. Nous nous sommes fixés plusieurs objectifs, notamment 3 objectifs globaux. Le renforcement du capital humain, la réorganisation des services et l'amélioration de la qualité du service public. Et ces objectifs généraux nous ont
ouvert la voie vers beaucoup d'autres défis colossaux, notamment celui lié à l'identification des agents et fonctionnaires de l'État partout à travers le pays. À en croire le chef de service de l'IGF, Christophe Bitassi-Mouabahi, cette réforme est accueillie comme un outil indispensable pour répondre aux nouvelles exigences de contrôle des finances publiques. Avant d'aller au combat, on s'organise d'abord. Et l'organisation dans l'administration passe par le cadre organique, où nous devons avoir des structures bien agencées, pour bien agencer aussi les activités et pour bien affecter aussi les personnes qui doivent travailler dans ces structures. Donc le cadre organique, c'est un point de départ. Ça va nous permettre de gérer efficacement nos ressources humaines, dont nous allons renforcer la capacité pour qu'elles puissent être à même de supporter la vision nouvelle de l'IGF. La commission mixte chargée d'analyser la structure de l'IGF est également présentée au vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, ainsi qu'à l'inspecteur général des finances, chef de service, les grandes lignes de ce cadre organique. La Fédération des entreprises du Congo et les fonds de promotion de l'industrie ouvrent un nouveau chapitre pour booster l'économie du pays. Les patrons de la FEC, Robert Malumba, a rencontré vendredi 19 décembre 2025 à Kinshasa le directeur général du FPI, Hervé Claude Ntumba Bantukoke, accompagné de son adjoint Blaise Mastaki Birindoa. Ensemble, ils ont échangé sur les opportunités d'affaires et le financement des projets structurants. Reportage. La Fédération des entreprises du Congo et le Fonds de promotion de l'industrie ouvrent un nouveau chapitre pour booster l'économie du pays. Le patron des patrons, Robert Malumba, a rencontré ce vendredi 19 décembre 2025 à Kinshasa le DG du FPI, Hervé Claude Ntumba Bantukoke, et son adjoint Blaise Mastaki Birindoa. La FEC et le FPI ont longuement échangé sur les opportunités d'affaires et le financement des projets structurants. Le patronat considère le FPI comme un partenaire historique et incontournable pour les activités économiques. Pour Robert Malumba, l'entrepreneuriat nécessite le financement tandis que le DG Bantukoke estime que la collaboration entre les deux parties est une aubaine pour relever le niveau de business au pays. Il se dégage une convergence de vues entre les deux hommes dans la lutte contre le chômage et la pauvreté à travers l'initiative privée. Il faut noter que depuis un temps, le FPI a mis fin aux subventions pour se concentrer uniquement au financement des entreprises des transformations, créatrices des chaînes de valeur et porteuses de croissance. La FEC et le FPI s'accordent parfaitement sur les conditions des financements des projets et les profils des entrepreneurs. Plus le FPI soutient les entreprises, plus ses recettes augmentent car cela lui permet de recycler son argent dans le secteur productif. Comme vous le savez, la Fédération des entreprises du Congo et le FPI ont des liens historiques. Et nous avons appris qu'il y avait un nouveau management à la tête du FPI. Il était de notre devoir de venir aujourd'hui rencontrer le directeur général avec ses collaborateurs pour échanger sur notre collaboration, parce que nous avons des liens historiques, comme je viens de le dire, et le FPI est un partenaire de la Fédération des entreprises du Congo. Vous savez que la FPI aussi, à ce débit, existe parce qu'il y a les hommes d'affaires au niveau de la RDC qui existent et qui travaillent et qui contribuent pour que le FPI fonctionne. Cette rencontre s'est aussi apaisantie sur le forum économique RDC-Afrique du Sud prévu à Kinshasa début 2026. Le patronat congolais sera totalement impliqué et saisira l'occasion pour nouer des alliances avec les investisseurs étrangers intéressés par les mines, l'agro-industrie, l'énergie, l'immobilier, les infrastructures et les services. Un peu plus tôt,
Monsieur Walid Fargal, directeur général de la plateforme World's Leading Investment, basée aux Émirats arabes unis, est venu présenter au DG Batukonké un projet de mobilisation des investisseurs en faveur de la République démocratique du Congo après l'organisation il y a peu d'un forum économique au profit du pays aux Émirats arabes unis. Les investisseurs manifestent aujourd'hui un intérêt croissant pour le Congo-Kinshasa. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI a organisé jeudi 11 décembre dernier à Guémena, nous sommes dans la province du Sud-Ubangi, une journée d'échange dédiée à la promotion de l'industrialisation dans cette province. Reportage de nos confrères de la cellule de communication aux presses du FPI. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI a organisé le 11 décembre à Guémena une journée d'échange dédiée à la promotion de l'industrialisation dans la province du Sud-Ubangi. Une rencontre stratégique présidée par le directeur général adjoint du FPI, Blaise Mastaki Birindoa, qui a réuni opérateurs économiques, entrepreneurs, jeunes porteurs de projets et forces vives locales. La conférence a été officiellement ouverte par le représentant du gouverneur de province qui a salué l'initiative du FPI et encouragé les acteurs économiques à s'approprier les mécanismes de financement mis à leur disposition pour stimuler le développement local. S'adressant à l'assistance, le directeur général adjoint du FPI a rappelé la mission fondamentale de l'institution, accompagner, structurer et financer l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Reconnaissant que les Sud-Ubangi est longtemps resté en marge des grandes dynamiques industrielles nationales, il a affirmé la volonté du FPI d'inverser cette tendance. Mais la République démocratique du Congo, via le FPI, vient aujourd'hui frapper à votre porte, individuellement. Pour vous dire, vous avez peut-être investi dans un autre secteur, mais pensez aussi à l'investir parce que nous avons de l'argent pour vous. Et cet argent, c'est le fonds de promotion de l'industrie qui le gère. Ce n'est pas le Fonds monétaire international, ce n'est pas la Banque mondiale. Il suffit que vous introduisiez votre dossier aujourd'hui, qu'il soit correct pour que vous ayez cet argent demain. C'est un levier que le gouvernement a mis à la disposition des opérateurs économiques. Profitons-en, chers compatriotes. Et pour ceux qui sont déjà bénéficiaires de ces financements, qu'ils sachent qu'ils sont dans l'obligation de réussir ce projet. Ce n'est pas de l'argent qu'on se partage, c'est de l'argent qui est financé pour changer notre environnement direct. Réussissons ces projets et revenez encore avec des projets stratégiques. Sollicitez même la prise de participation du FPI. Soyez ambitieux, essayez. Vous savez, à un certain niveau, nous finançons même des études. Le message est clair. Le FPI se veut un partenaire de proximité prêt à accompagner les entrepreneurs à chaque étape. Essayons le changement, industrialisons cette partie du territoire et avançons dans la reconstruction de notre pays. Chantons avec fierté notre pays national. C'est ensemble que nous construirons, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. C'est vraiment ensemble qu'aujourd'hui nous avons des moyens. Je ne suis pas en train de vous raconter la vie au monde, je parle. Il y a des gens qui bénéficient du financement à Kinshasa, au Bakono, dans d'autres parties du territoire. Le Sud-Ubangi dispose en effet d'atouts majeurs, une population jeune et dynamique, une agriculture riche et diversifiée, manioc, riz, arachide, maïs, cacao, un potentiel important dans la filière bois, ainsi qu'une position géographique stratégique pour approvisionner le marché de Kinshasa. Pour accompagner cette dynamique, le FPI propose un dispositif complet, financement partiel ou total des investissements, prise de participation, garantie pour faciliter l'accès au crédit bancaire, appui technique, conseils et études de projet. Le tout à des taux préférentiels, 6% pour les entrepreneurs et 4% pour les femmes, ainsi que les jeunes de moins de 36 ans, des conditions parmi les plus attractives du marché. Présent à ces échanges, le président de la Fédération des entreprises du Congo FEC a plaidé pour un renforcement du partenariat avec le FPI afin de bâtir un Sud-Ubangi plus compétitif et économiquement attractif. Les discussions interactives ont permis aux entrepreneurs d'exprimer directement leurs préoccupations et d'échanger avec les responsables du FPI. En clôture, le directeur général adjoint a lancé un appel fort à l'engagement collectif. Il les a appelés à faire de Guémena un nouveau centre de transformation industrielle.
En prévision des festivités des fins d'année, le secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tuite Yamwembo, a visité les entrepôts de la société Palmco, spécialisée dans le raffinement de l'huile de palme et la fabrication de produits dérivés. Question de voir si cette entreprise dispose d'un stock suffisant de ces produits pouvant permettre à une frange importante de la population congolaise, bien sûr, de s'approvisionner sans rupture de stock et à un prix accessible à toutes les bourses. C'était le jeudi 18 décembre 2025, comme nous le précise Fambien Lubuluba Kayaka et Fanfan Makitoudoma. En exécution de l'instruction du président de la République relative au bon déroulement des festivités de fin d'année, représentant le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Célestin Tuite Yamwembo, secrétaire général de ce ministère, a fait le déplacement de l'avenue Goudire au quartier Kingabwa dans la commune de Limité, où sont installées les usines Palmco, spécialisées dans le raffinage des huiles végétales et dans la fabrication des produits à base de l'huile de palme. Avant la visite proprement dite, les autorités des Palmco ont eu un tête-à-tête avec le numéro 1 de l'administration de l'économie nationale. Au cours de cet échange, les responsables des Palmco ont porté à la connaissance du secrétaire général quelques informations importantes, notamment le fait que leur usine est la plus grande raffinerie installée en République démocratique du Congo, en employant une main-d'œuvre abondante constituée à 99% de jeunes Congolais. Juste après ce briefing, le patron de l'administration économique a visité l'entrepôt où sont gardés les stocks des produits destinés à la vente pendant cette période de festivités de fin d'année. À cette occasion, Jérôme Sekana Papa, délégué général du groupe Angèle, a demandé au secrétaire général de ne pas se faire des soucis quant à ce. Nous sommes très ravis de la visite du secrétaire général mandaté par son Excellence, Monsieur le VPM. C'est pour vous dire qu'au niveau des Palmco, tout est en ordre. Précisons que nous sommes une entreprise citoyenne. Tout ce que nous avions promis au gouvernement, vous venez de le constater, notre entrepôt est plein. Nous avons une quantité importante qui pourra permettre à la population qui consomme nos produits de passer les fêtes dans de très très bonnes conditions. Comme ce n'est pas tous les jours que l'on peut avoir le secrétaire général de l'économie nationale dans ses installations, faisant d'une pierre deux coups, Jérôme Sekana a profité de l'occasion pour présenter quelques doléances à l'autorité pour d'éventuelles solutions. Nous avons certainement quelques inquiétudes en ce qui concerne notre business avec la contrebande et vous comprenez que le gouvernement pourra également nous aider à protéger la poule aux œufs d'or. Nous, en tant qu'entreprise citoyenne, qui payons nos impôts, nos taxes et qui nous conformons à toutes les exigences du gouvernement, de temps en temps, nous avons besoin de l'attention du gouvernement pour les difficultés qui sont les nôtres, notamment au cordon douanier. Nous avons quelques soucis en termes des contrebandes de nos produits, notamment l'huile de palme. Et nous aimerions peut-être avoir un aparté, qu'on ait une attention soutenue, une oreille soutenue en ce qui concerne nos préoccupations, sinon nous risquons d'avoir des soucis. Vous savez, avec le deuxième palier encore du SMIG, nous prenons beaucoup de charges, les charges vont exploser. Nous aimerions bénéficier de la protection du gouvernement, du secrétariat général de l'économie qui nous a toujours accompagnés dans tout ce que nous faisons. Avec les nouvel an qui pointent déjà à l'horizon, le délégué général Jérôme Sekana Papa a au nom du groupe présenté ses vœux le meilleur pour 2026 à l'exécutif national et à sa nombreuse clientèle éparpillée sur l'ensemble du territoire national et même au-delà. Présentons nos vœux le meilleur pour l'ensemble du gouvernement. Pour cette visite, ce chef de l'administration était accompagné de Philippe Minga Ekoul, son directeur de la promotion de l'économie nationale, pour signifier que la priorité des priorités de cette administration est accordée à la promotion de l'économie nationale pour ne pas tuer la poule aux œufs d'or, qui aide le gouvernement à créer de l'emploi et à combattre la pauvreté. L'équipe dirigeante du Fonds de promotion de l'industrie FPI, chapeautée par Hervé Claude Ntumba Bantukonke, vient de totaliser 100 jours depuis sa nomination par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette équipe porte un nouveau vent à l'industrie congolaise. Images et commentaires, nos confrères de la cellule de communication et presse du FPI.
En 100 jours, le Fonds de promotion de l'industrie a déclenché une autre dynamique avec la rigueur, la discipline, l'innovation, la proximité et l'ouverture internationale. Le directeur général Hervé-Claude Ntumba Batukonke et le DGA Blaise Mastaki Birindoa apportent un nouveau souffle à l'industrie congolaise. La nomination de ce binôme en juillet dernier par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est un choix judicieux pour l'économie nationale. Lors de son discours de remise et reprise le 11 août 2025, le nouveau directeur général Hervé-Claude Ntumba Batukonke a mis l'accent sur la gouvernance, la performance, la transparence, la redevabilité et l'obligation des résultats. L'heure est venue pour un changement de cap stratégique. Le fonds de promotion de l'industrie que nous voulons faire progresser ensemble ne sera pas simplement un instrument de financement, il deviendra une institution de développement robuste, moderne et centrée sur la performance, l'impact et l'efficacité. Il évalue, mesure, reforme, transforme et s'appuie sur l'existant. Nous avons constaté d'énormes changements dans la manière de conduire le pouvoir de direction, mais aussi dans la manière d'exercer le pouvoir de prise de mesures disciplinaires. Nous avons remarqué d'abord qu'il a implémenté une gestion de proximité. À ce jour, le DG connaît pratiquement tous les agents, quasiment tous les agents par leur nom. Il est donc en mesure de connaître les problèmes sociaux des travailleurs. En ce qui concerne, par exemple, le respect de la discipline sur l'horaire de travail, lui-même, monsieur le DG, avec son adjoint, ils arrivent au lieu de travail tous les jours pratiquement à 7 heures du matin et quittent parmi les tout derniers. Le recouvrement des créances devient une priorité pour restaurer la confiance, augmenter la capacité des financements et recycler chaque franc remboursé en soutenant d'autres industries. Au cours de ces 100 derniers jours, je crois que les bases sont déjà solidement jetées. Vous avez vu que plusieurs missions de due diligence à travers le monde, en Afrique et même aux États-Unis, sont organisées pour prendre des contacts avec des partenaires afin de conclure des partenariats durables et crédibles. Et dans les jours à venir, je crois que le FPI pourra finalement se positionner comme une institution financière de référence et contribuer réellement à l'industrialisation de notre pays. La digitalisation de l'institution est un autre chantier qui retient l'attention de la nouvelle équipe. Grâce à la collaboration avec la firme tunisienne SIGA, le traitement des dossiers, l'octroi de prêts, la traçabilité de fonds et les différentes opérations seront bientôt automatisées car la numérisation réduit les délais de traitement des dossiers et facilite la transparence. En termes d'un projet de digitalisation, la mobilisation de ressources à la fois financières et de ressources humaines est tellement important. Et nous avions constaté qu'en ce 100 jours du nouveau comité, les choses se sont accélérées par rapport à la vision éclairée du nouveau management du FPI en termes de digitalisation, parce que cela s'inscrit vraiment dans son plan d'action et qui constitue parmi les éléments prioritaires de son œuvre ici au FPI. En 100 jours, le nouveau management a présenté un plan d'action triennal 2026-2028. Ces plans est une boussole pour l'efficacité des financements, la création des chaînes des valeurs locales, la prise de participation dans les entreprises et l'alignement du Fonds de promotion de l'industrie aux standards internationaux de gouvernance. Il a aussitôt communiqué ses priorités que nous avons reflétées dans le plan triennal, qui ont concerné plusieurs axes, notamment l'axe de la gouvernance, où, comme vous le savez, les réformes importantes vont concerner l'entreprise au niveau de la politique de gestion des ressources humaines, où le mérite sera remis au centre de cette politique. Il y a également des réformes au niveau de l'organisation même de la fonction technique, qui va aboutir à la réalisation d'équipes de travail communes, pluridisciplinaires pour l'analyse des projets.
Et le plan triennal a également intégré une des grandes priorités de la direction générale, à savoir l'accroissement des prises de participation dans les projets que nous finançons et une politique beaucoup plus active de mobilisation des ressources, bien sûr internes, avec la taxe de promotion de l'industrie, et des ressources externes, en nouant des partenariats stratégiques avec des partenaires financiers et techniques. C'est pourquoi le FPI a approché la Société financière internationale et la Banque africaine de développement pour le cofinancement de projets. On a pu voir aussi avec lui la possibilité de supporter le fonds sur deux volets importants. Il y a le volet, je dirais, souverain pour abonder notamment le fonds, et il y a le volet non souverain, là où on peut aussi entrer, comme le fait le fonds en fait, pour supporter le secteur privé. De Kinshasa au Katanga, en passant par Kisangani, le Congo central et le Grand Kasaï, le Fonds de promotion de l'industrie a été très actif sur le terrain. Plusieurs projets ayant bénéficié de crédits et ceux sollicitant des prêts ont été évalués. Certains sont arrivés à maturité et remboursent déjà, tandis que d'autres doivent remplir quelques conditions avant d'obtenir tout financement. Pour les DG Batukonké, aucune recommandation ou une interférence ne peut contraindre le FPI à financer qui que ce soit. À la suite des échanges que nous avons eus sur la réunion de prise de contact et entre les différentes directions, a eu déjà posé des actions importantes, notamment le renforcement des capacités de notre direction avec 4 unités supplémentaires, ce qui nous donne la rentabilité en ce qui concerne le travail à la direction. Et il y a eu aussi les visites de projets sur terrain pour un peu avoir une idée des actions du FPI. La validation de quelques projets. La direction générale nous a donné des orientations quant à la prochaine vision qu'on aura sur l'organisation de notre direction, en ce qu'ils mettront un accent particulier sur le suivi des projets avec la notion de chef de projet, donc l'accompagnement d'un projet de son financement jusqu'à son exécution, ce qui sera une nouveauté importante pour le fonctionnement de notre direction. La nouvelle direction générale tient aussi à l'équilibre industriel entre les provinces. Cela explique la présence des gouverneurs de l'Équateur et de la Chuapa au siège du FPI. Les deux autorités plaident pour les financements de projets structurants dans leur juridiction. Le FPI est prêt à soutenir les entrepreneurs dans la transformation agro-pastorale, la création des chaînes de valeur et dans la promotion du savoir national. Le FPI soutient la vision du chef de l'État concernant la revanche du sol sur le sous-sol et la création des millionnaires congolais. La lutte contre la pauvreté passe par une telle approche. Il faut savoir que le FPI, le cœur de son métier, c'est financer les projets, industrialiser le pays. Et on voit que la nouvelle direction générale a vraiment une approche proactive et une approche concrète dans l'analyse des projets. Ils ne restent pas dans leur bureau à analyser les projets sur papier. Au contraire, ils vont sur terrain. Ils vont voir et l'effet des financements, l'effet de l'accompagnement du FPI. Ils rencontrent les promoteurs, ils vont voir les usines sortir de terre et ça nous change en fait. Et ça permet aussi à nos dirigeants d'avoir de nouvelles perspectives, d'être face aux réalités et de mieux comprendre comment industrialiser notre pays. Pas d'industrie sans énergie. Avec Answer, le FPI cible l'électrification des zones rurales pour favoriser l'industrialisation. À ce sujet, un protocole d'accord a été signé entre les deux institutions pour financer les secteurs énergétiques. Sur le plan international, le DG Batukonké est devenu le porte-étendard d'un Congo sur la bonne trajectoire. À New York comme à Washington, il a séduit les hommes d'affaires et a plaidé en faveur de partenariats gagnant-gagnant. Pour lui, la création de zones économiques spéciales, l'agro-industrie, l'énergie, l'innovation sont des vraies opportunités d'investissement pour transformer le potentiel en progrès.
Depuis sa participation au Forum économique de New York et de Washington, les investisseurs américains, canadiens, chinois, sud-africains qui l'ont suivi frappent chaque semaine à la porte du FPI. Nous avons changé pratiquement notre donne du passé, là où on s'est reposé pratiquement sur la TPI. Donc on s'est dit, voilà, pourquoi ne pas aussi amener d'autres éléments externes, entre autres avoir des partenariats avec les banques à l'extérieur. Deuxièmement, être capable d'amener les fonds externes pour pouvoir aller et investir dans des projets d'impact social. Durant ces 100 premiers jours, on a vraiment observé une nette amélioration et transformation de notre environnement de travail. Aujourd'hui, je peux dire que ce n'est pas qu'un changement esthétique, c'est beaucoup plus que ça, parce que l'aspect visuel d'une institution financière est très importante. Elle caractérise sa crédibilité, ses ambitions et ses valeurs. Donc aujourd'hui, lorsque nous recevons nos partenaires, nos visiteurs, nous sommes vraiment très fiers de les recevoir dans nos locaux. Et à travers cette fierté, on peut déjà voir aussi la direction que l'FPI est en train de prendre aujourd'hui. La zone économique spéciale de Kinmalebo à Kinshasa a contacté le FPI pour un crédit, mais aussi pour une prise de participation. Une proposition qui rejoint l'ambition du DG Batukonke, qui a effectué récemment une descente dans la commune de Lansele pour évaluer l'état d'avancement de travaux. La firme Aris RDC, qui développe et aménage le site, a réalisé 80% de travaux et plusieurs entreprises s'y installent déjà, comme l'affirme le directeur général Romain Deniel. Le Fonds pour la promotion de l'industrie, comme le dit son nom, est censé appuyer l'industrialisation de la RDC dans son ensemble. Dans le cadre de ce projet-là, il s'agit de Kinshasa. Nous pensons qu'il peut y avoir des ponts et des partenariats stratégiques à établir justement dans le cadre de la création de cet écosystème industriel où nous sommes développeurs et nous mettons en place les infrastructures de base, mais où les industries qui viennent s'installer ont aussi des besoins de financement. Et donc ces partenariats à plusieurs niveaux peuvent être établis avec le Fonds pour la promotion de l'industrie. À Bruxelles, le directeur général adjoint Blaise Mastaki a exploré avec la société Turbilan les microcentrales modulaires à base chute adaptées au territoire de la RDC. Cela peut être un complément idéal au protocole FPI Answer pour électrifier les zones rurales. Au forum Europe-Afrique sur les investissements, le FPI a invité les hommes d'affaires à investir en RDC, un marché de 100 millions de consommateurs où la main-d'œuvre et les ressources naturelles sont abondantes. De plus, les jeunes et les femmes bénéficient d'un taux préférentiel de 4% pour accéder au crédit du FPI et d'un délai de grâce de 12 mois avant le remboursement. Le Fonds de promotion de l'industrie est impliqué dans la relance des actifs de plusieurs compagnies telles que Congo Airways, dont il est actionnaire, la cimenterie nationale, les lignes maritimes congolaises, la Congolaise de voies maritimes et l'Office congolaise de postes et télécommunications. Le FPI soutient aussi l'innovation technologique à l'instar du Conseil congolais de la batterie, du projet 100% congolais dénommé Kimbox, de la société Kim Engineering qui a inventé une logette intelligente pour sécuriser les installations électriques. L'innovation appelle le financement qui, à son tour, crée des emplois et de la compétitivité. Selon le directeur général Hervé Claude Ntumba Batukonke, le potentiel et les promesses doivent être traduites en progrès pour une postérité partagée. Une page noire dans ces magazines. Le clan Bikunja Kunja, situé dans le groupement Kumba, Basoko, collectivité du secteur d'Amboué, dans les territoires du Kailo. Nous sommes dans la province du Maniema, est en deuil.
Il vient de perdre son chef de clan en la personne de Bikunja Kunja, Kisekumba Kitampuya, qui est décédé inopinément et porté en terre par toutes les notabilités du groupement Kumba Basoko ce jeudi 18 décembre 2025. Jérôme Sekanapé Papa, l'un des dignes fils des clans, mais aussi l'héritier du trône, présente ses condoléances à tous les membres du clan Bikunja Kunja et implore la grâce divine pour que la terre de nos ancêtres soit douce et légère à l'illustre disparu. Repose en paix éternelle, cher Bikunja Kunja Kisekumba. Mesdames et messieurs, ce nouveau numéro du magazine Fiscalité Développement est ainsi terminé. Merci de l'avoir suivi. Un coucou spécial à tous les Mbandakaises et Mbandakais d'ici et d'ailleurs, dans l'espoir de vous retrouver très prochainement avec le même plaisir sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Joyeux Noël à toutes et à tous. Au revoir.